À partir d'un hectare, avec l'avocat, on s'en sort. Il serait intéressant pour un enseignant de prendre son rappel, de faire un hectare d'avocat, que d'acheter un terrain pour se construire plus tard. C'est-à-dire que quand tu dis à un monsieur que tu vas attendre 3-4 ans avant de récolter, ça c'est impossible. Les jeunes aujourd'hui font la moto parce qu'on sait que dès que tu déposes le client, il te donne le cash à faire. Parce que j'ai réussi à faire ce que beaucoup n'avaient pas fait, caractériser des variétés qui s'adaptent dans toutes les zones du Cameroun. À partir d'un hectare, avec l'avocat, on s'en sort. Évariste, alors que le monde entier parle d'agriculture comme le domaine qui va sauver l'Afrique, est-ce que l'agriculture est vraiment rentable? Il faut dire globalement, la première phase de l'agriculture, c'est certes, elle est rentable. Parce que dans l'essentiel des pays du monde, on a commencé avec l'agriculture et on s'est même développé avec l'agriculture. Et comment on est parvenu, c'est justement en résolvant un maximum de problèmes que malheureusement, on n'a pas encore résolu chez nous. Il y a peut-être 10 ans de cela, l'essentiel des problèmes était résolu. Du moins, on s'approchait de la recherche. Mais vous devez le savoir, plus le temps passe, plus d'autres complications arrivent, plus même la concurrence arrive. C'est-à-dire que les nouvelles variétés ailleurs commencent à bien s'implanter. Et donc, du coup, les variétés qu'on avait hier, qui apportaient des rendements faibles, deviennent obsolètes. Et en ce moment-là, si vous continuez avec les mêmes variétés, vous n'êtes plus rentable. Ouais, parce que si je prends le cas du maïs, nous faisons, la moyenne nationale, c'est 2,1 tonnes au Cameroun. Alors que la moyenne mondiale, c'est 6 tonnes à l'hectare. Ça veut donc dire que le Brésilien qui produit 8 à 10 tonnes à l'hectare, forcément, il a un prix très compétitif par rapport à un Camerounais qui produit 2-3 tonnes à l'hectare. Et là, on va dire que c'est rentable là-bas. Mais ici, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre pour que ça devienne effectivement rentable. Mais Évariste, j'ai l'impression que tu mets les gants. Le Camerounais qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'agriculture, est-ce que toi, en tant que spécialiste dans le domaine, selon les données réelles que tu as du terrain, est-ce que l'agriculture est un domaine dans lequel tu conseillerais un jeune? Est-ce que c'est rentable, véritablement, dans son domaine et dans notre environnement? C'est un domaine, en tout cas, pour moi, ce n'est pas le domaine le plus rentable. Parce qu'il y a beaucoup de choses nettement plus rentables que l'agriculture. Mais il y a ce qu'on appelle les bases. Mais pourtant, on dit que la terre ne ment pas. Ah ouais, mais ça c'est vrai. Est-ce que ceux qui le disent cultivent? Ceux qui le disent forcément ne cultivent pas. On dit cela parce que on nous a appris quelque chose qui n'était pas juste. Ce qu'on a enseigné à l'école, c'est que l'Africain se nourrit de la chasse et de la cueillette. Ça, c'est pas le passé. Alors, quand tu rentres du champ avec un régime de plantain, ou bien 10, ton voisin a la capacité ou bien la facilité de te demander que, gars, donne-moi 2 régimes. D'ailleurs, tu as récolté au champ. C'est-à-dire que personne ne tient compte du coût d'investissement. J'ai eu un souci il y a de cela 2 ans avec la femme de mon petit frère. Et j'achète un mâle, c'est-à-dire un porc, que je vais croiser une femelle avec. Et j'attache mâle, donc le porc me met en route. Et du coup, je dois finir par aller vendre. Question d'entrer dans mes charges, question de voir. Et puis, je n'ai pas tout vendu, donc je devais préparer quand même une quantité. Mais elle s'est carrément fâchée parce que je ne l'ai pas donné le porc. Que je tue un gros porc comme ça, je finis par manger seul. Ça veut concrètement dire que chez nous, on ne prend pas encore l'agriculture comme un business. L'essentiel des gens qui font l'agriculture, c'est pour survivre. Et d'autres, c'est pour se dire quand même qu'on a aussi un business agricole. Donc, je vais faire mon sport tous les week-ends. Je préfère que d'aller en salle de sport, d'aller au champ. Personne réellement, du moins, ces derniers 50 ans, n'a pris l'agriculture au sérieux au Cameroun pour en gagner de l'argent. Sinon, beaucoup en ont fait aussi comme blanchissement d'argent. Parce que, comme on a dit que la terre ne manque pas, ça veut donc dire que si j'ai fait 50 hectares d'ananas ou de pastèque ou de ceci et cela, je peux dire que c'est rentable, je peux dire que ça a donné 100 millions et ça justifie les 100 millions que j'ai déposés réellement en banque. Mais ça se voit très bien. Lorsque vous allez dans les villages, un monsieur va vous dire qu'il est le plus grand agriculteur de ce village. D'ailleurs, il fait 10 hectares de cacao. Mais quand vous allez finir toute la discussion jusqu'au moment de partir, il va dire, mais mon fils, tu me laisses même pas avec 10 000 francs ou 5 000 francs pour que je reste boire le vin. Voilà donc l'agriculteur qui se dit être le plus grand du village, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui, mais qui finalement doit te demander 5 000, 10 000 ou 15 000 pour pouvoir continuer à vivre. On va dire que peut-être parce qu'il n'est pas dans la période de récolte. Mais quand il était en période de récolte, comment il n'a pas pu établir un business model de vie qui lui permet de bien fonctionner? Si un jeune, par exemple, il veut se lancer dans ce domaine-là, dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, nos gouvernants
on parle d'agriculture comme le domaine qui va nous sauver un peu. Hein. C'est toujours un peu le domaine où on pousse tout le monde à se lancer, l'agriculture. Si un jeune veut se lancer dans l'agriculture, quel est le secteur de l'agriculture dans lequel tu le conseillerais? Il faut dire que, si je prends mon exemple, parce que je fais partie de ces jeunes-là, je dois dire que le secteur est directement en fonction de ses occupations quotidiennes. Ça veut dire que si c'est un jeune qui veut utiliser ça comme business principal, c'est-à-dire qu'au quotidien, de lundi à samedi, quand il sort, il va à la plantation, alors je vais lui recommander de faire des maraîchères. C'est-à-dire, ce que j'appelle maraîcher, c'est la tomate, le gombo, le maïs, la pomme de terre, les choux, carottes, poivrons et tout ça là. Pourquoi? Parce que le timing de récolte est court. C'est des cultures dites à court cycle. Tu as 3 mois à 6 mois pour entrer dans tes revenus. Mais c'est des cultures extrêmement sensibles. Ça veut dire que le jour où tu dois traiter la tomate, si tu ne le fais pas, alors tu as perdu la campagne. Vous comprenez donc qu'un gars qui vit à Douala ou à Yaoundé ou dans une autre ville et qui suit un champ à 50 km, le jour où il a empêché parce qu'on a coupé la route, parce qu'un pont s'est cassé, et qui devait traiter la tomate ce jour-là, il ne pourra plus jamais s'en sortir. Donc, si c'est ce profil de jeune-là disponible, je lui dirais, OK, commence par le maraîchage. Mais si c'est un gars qui n'est pas très disponible, qui fait un autre business, il veut utiliser l'agriculture comme secours. Et c'est d'ailleurs ce que l'essentiel des gens font. Ceux qui investissent en agriculture aujourd'hui, c'est la diaspora. C'est les travailleurs, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont un peu de cash, ils veulent préparer leur retraite. Donc personne ne veut réellement se lancer en agriculture et que ce soit son métier de cœur au quotidien. Et c'est donc pour ça que c'est l'une des raisons qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce que quand tu as le plan B, quand tu as un plan A, tu as un plan B, l'un des objectifs qu'a le plan B, c'est de distraire le plan A. Tu sais que si l'agriculture que tu fais là échoue, forcément, à la fin du mois, tu auras ton salaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend pas réellement au sérieux. Donc, si c'est un gars qui n'est pas donc très disponible, il va faire soit des cultures annuelles, soit des cultures pérennes. Ce que j'appelle donc culture annuelle, c'est la banane plantain, la papaye, le taro, le macabo, et puis l'ananas. Voilà. Mais dans les cultures pérennes, c'est des arbres fruitiers, c'est des agrumes et autres. Mais si je reviens dans mon cas, globalement, moi, j'ai commencé avec le maraîchage. Donc, je suis jeune étudiant à Tchang, ou bien même avant d'être étudiant, je fais déjà l'agriculture parce que je suis originaire de Tchang. Et je commence par le maraîchage. Lorsque j'entame le cycle d'ingénieur, je suis un peu sollicité pour aller faire une consultation à l'Est. Un peu sollicité pour aller faire une consultation à gauche et à droite. Je me rends compte que j'ai perdu 1 hectare de pommes de terre parce que j'étais à Bertois et le jour-là, les voitures ne pouvaient pas rentrer afin de me permettre de traiter mes pommes de terre. J'étais essentiellement sur la pomme de terre. Je me rends donc compte que ce que je suis allé faire m'a rapporté parce qu'il fallait que je vive. Peut-être la semaine d'après, j'avais un truc, acheté mon téléphone et tout ça. Du coup, j'ai abandonné les pommes de terre qui ont déjà 2-3 mois pour aller faire ce qu'on appelle chez nous des warap. C'est quoi le warap? Non, le warap, c'est tout simplement ce qui t'empêche de mourir. Il faut aller exécuter cette tâche-là pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir survivre. Et la vie d'étudiant, c'est un peu ça. Donc, du coup, j'ai directement arrêté. Aujourd'hui, moi, je suis essentiellement dans les arbres fruitiers. L'avantage que vous avez avec les arbres fruitiers, c'est que si vous avez un traitement à faire au champ, le 1er novembre, par exemple, si vous ne le faites pas, vous avez quand même une marge de manœuvre de 1 à 2 mois. C'est-à-dire vous pouvez venir le 1er décembre vous rattraper jusqu'au 1er janvier. La perte de rendement ne sera pas très mesurable. Et quand tu parles d'arbres fruitiers, c'est quel type de fruits? Est-ce qu'on parle d'avocat ou est-ce qu'on parle des oranges? Est-ce qu'on parle de quoi exactement? Quel type d'arbre? C'est beaucoup plus généralisé. Disons que aujourd'hui, la filière la plus intéressante ou la plus vue, c'est l'avocatier. Ouais, tout le monde parle d'avocat. Voilà, c'est ça. Et du coup, à une époque même, quand j'ai fait une comparaison d'agriculture, d'avocat, j'allais dire, entre la région de l'Ouest et du Centre, on m'appelait un peu l'ambassadeur des avocats du Cameroun. Parce que j'ai réussi à faire ce que beaucoup n'avaient pas fait, caractériser des variétés qui s'adaptent dans toutes les zones du Cameroun. C'est-à-dire que tu me dis que tu es en Anga et Boko, je sais exactement quelle variété tu dois cultiver. Tu me dis que tu es dans telle zone. Ce travail-là, lorsque je l'ai fait, c'était énorme. Parce qu'il faut quand même dire qu'avant 1970, l'IRAD de Fombot avait fait le même travail. Essayer de caractériser les variétés. Sauf que certaines variétés ont disparu, d'autres sont arrivées. Donc, avec l'arrivée de nouvelles variétés, il fallait refaire le job. Et c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Mais Évariste, prenons par exemple les avocats. À partir de combien d'investissements un jeune peut rentabiliser dans l'avocat? Est-ce qu'on calcule comme ça?
Non, on calcule comme ça, effectivement. Oui, oui. Quel investissement, par exemple? Ce qu'un investisseur demande, c'est si je mets combien, j'aurai combien en combien de temps. Oui. Il n'a pas autre question à poser. À partir d'un hectare, avec l'avocat, on s'en sort. Parce que hier, à partir d'un hectare de café, on s'en sortait. Et ça, c'est exclusivement les arbres fruitiers parce que le risque est réduit. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque. Alors, j'ai fait un travail qui me permettait de comprendre que il serait intéressant pour un enseignant de prendre son rappel, de faire un hectare d'avocat, que d'acheter un terrain pour se construire plus tard. Waouh. Parce que l'investissement, c'est quoi exactement sur un hectare d'avocat? On suppose qu'on a le site. Oui. Parce que chez nous, quand même, c'est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas au moins pas un hectare quelque part. Lui. Oui, oui. Ouais. Wow. Donc, à supposer qu'on a ce site-là, normalement, la préparation, c'est 500 000. La mise en place, c'est 500 000. Le suivi, c'est 500 000. Donc, voilà les 3 phases. Ça fait 1 500 000. Donc, peu importe quand même le niveau de fonctionnaire, généralement, leur rappel tourne autour de ce montant-là. On peut se faire un hectare d'avocat avec. J'ai inclus le suivi. Ça veut dire que je n'ai pas négligé, comme on a dit chez nous, que c'est des arbres, tu les plantes et puis 3 ans après, tu récoltes. Oui, oui. À partir de combien de temps on commence à récolter les premiers avocats? Disons que c'est 3 ans pour des variétés greffées que nous avons appris à faire. Oui. Ok. 3 ans, vous commencez la récolte. Disons, la récolte commerciale, c'est 4 ans. Ok. 3 ans, vous récoltez, mais vous ne savez pas réellement vendre. Les quantités sont quand même un peu faibles. D'accord. Et pour une rentabilité de production, par exemple, de combien, hein, c'est un hectare te produit environ combien de... Si on sait où vendre, combien Non, de... forcément, on sait où vendre. Parce que l'avocat, aujourd'hui, a connu un boom international. Les quantités consommées se sont multipliées par 200 en 50 ans. Ça veut dire les quantités qu'on consommait il y a de cela 50 ans, 200 fois plus aujourd'hui. Parce que les gros chercheurs ont dit que ça a tel impact sur la santé, ça a tel impact sur la santé. Du Même coup, pour chacun, la cosmétique, tout voilà, ça, oui. chacun a compris qu'il doit souffrir un fruit toutes les semaines. Alors, on fait quand même une population énorme. Et autre chose, hier, l'avocat n'était pas dans l'aliment des Chinois et Indiens. Donc aujourd'hui, ils ont commencé à consommer. Oui. C'est ça qui a explosé. L'Inde et la Chine, ça fait plus de 30%, ça fait plus de presque 3 milliards. Donc quand ils commencent à consommer un produit, c'est pareil avec le cacao. Donc quand ils commencent à consommer le produit, le marché devient très vaste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avocat qui coûtait 25 ou 55 ans, on le voit désormais à 300 francs. Bien sûr, 300, 500 ouais. Et tout ça. Donc, s'il y avait un produit meilleur risque, pour toi, tu irais plus vers l'avocat? Non, pas absolument. C'est vrai qu'on l'a dit jusqu'en 2024. On l'a dit jusqu'ici. S'il faut revenir à la rentabilité, parce que je n'avais pas acheté, normalement, à minima, on devrait se retrouver à 3 millions de francs CFA par an, et ça tous les ans pendant 30 ans. Waouh! C'est ça qui fait l'avantage. On investit 1,5 million si on a le terrain. C'est ça. Et à partir de la 4e année, c'est ça, on peut avoir une rentabilité de 3 millions de francs pendant 30 ans. Pendant 30 ans. À rappeler que tous les ans encore, on va faire l'entretien de 500 000. Ok. Ouais. Donc 2,5 millions. 2,5 millions. Waouh, c'est alléchant ça quand même, hein? Non, pas du tout. C'est pas alléchant. C'est pas alléchant parce que l'une des choses que les jeunes n'ont plus, c'est le temps. C'est-à-dire que quand tu dis à un monsieur que tu vas attendre 3-4 ans avant de récolter, ça c'est impossible. Les jeunes aujourd'hui font la moto parce qu'on sait que dès que tu déposes le client, il te donne le cash. Ouais, on n'a pas à attendre. Ouais. Et ce paramètre temps-là est donc très important. Ouais. Les cultures de tomates, ça dit maraîchères, c'est beaucoup plus alléchant que ça. Ok, en termes de rentabilité, rapide, court terme, mais avec un gros risque. Très gros risque, ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de leur stratégie, un programme dans lequel nous allons aller au cœur des aventures entrepreneuriales, mais surtout vous partager les échecs et vous donner les réalités des secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous recevons un jeune extrêmement pertinent qui va se présenter. Évariste, tu vas regarder la caméra. Et puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu vraiment? Disons, je suis Kana Évariste, globalement ingénieur agronome, diplômé de la FASA de Tchang. J'ai une spécialité du génie rural. Ça veut dire que tous les métiers du secteur rural, normalement, on a appris à faire. Et en zone rurale, 70% c'est l'agriculture. C'est pour ça que notre formation de base est axée sur l'agriculture et l'élevage. Mais j'ai une spécialisation dans l'hydraulique. Donc, je suis ingénieur hydraulicien, donc spécialisé dans des systèmes d'irrigation. Mais aujourd'hui, je fais 2 choses au quotidien. La production intensive des semences agricoles et l'installation des systèmes d'irrigation au Cameroun. Donc voilà, en gros, on va dire qu'on va un peu au-delà parce qu'on a réussi à travailler au-delà de la sous-région. Mais Évariste, qu'est-ce qui te fait tenir
aujourd'hui dans l'agriculture, est-ce que c'est la passion ou c'est la rentabilité? En gros, ce n'est pas la rentabilité, parce qu'on a très vite compris qu'il faut beaucoup de temps pour commencer à gagner réellement en agriculture. Ah bon? Ce qui me fait tenir, c'est malheureusement, peut-être on va appeler ça la passion, mais c'est surtout un choc que j'ai à l'époque. Quand j'ai fait la classe de première C à Bafan, on nous avait donné un devoir, c'est-à-dire on devait faire l'exposé sur l'agriculture des pays du tiers-monde et l'agriculture des pays développés. Et j'ai eu la chance ou la malchance de travailler seul cet exposé-là, c'est-à-dire comme les gens sont un peu paresseux au quotidien. Alors je me suis rendu compte que les États-Unis récoltent 100 kg de riz sur une superficie où un agriculteur indonésien récolte 1 kg de riz. Donc, ça m'a beaucoup choqué. Ça veut dire que si un gars fait 1 hectare, il récolte 10 kg. Un gars ici fait 1 hectare, il va récolter 1000 kg. Donc, il sera riche 100 fois plus que celui-là. Donc, quand je fais la classe de première, les premières questions que je me pose, c'est comment réussir à faire également 100 kg de riz sur des superficies où les gars faisaient jusqu'ici 1 kg de riz. Lorsque je me pose cette question, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui intègrent la réponse, que je ne peux pas avoir en première et que l'enseignant de géographie ne peut pas également me donner. Je demande donc la prochaine direction, on me dit il faut faire une école d'ingénierie d'agriculture au cours de laquelle tu vas donc apprendre tous ces mécanismes-là. Voilà donc pourquoi je m'oriente dans le game. Et je suis resté. Je suis resté définitivement parce que voilà, de plus en plus, je me rends compte que c'est un secteur extrêmement difficile chez nous. D'ailleurs, tout le monde fuit. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités parce que chaque année, le Cameroun importe en nourriture brute un peu plus de 1000 milliards. Donc, si on limite à moitié l'importation de cette nourriture-là, parce qu'on a résolu les problèmes qui nous empêchent de produire sur place, alors on gagnerait 500 milliards. Et ça, tous les ans, pendant toute la vie. Et on serait davantage en santé parce que ce qu'on importe n'est pas toujours correct. Donc, je suis encore dans ce secteur-là parce que je crois qu'on peut réussir à le positionner au sommet et puis ça va révolutionner globalement les autres secteurs du pays. Mais Évariste, aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de personnes qui se lancent dans ce secteur-là. Aujourd'hui, quelles sont les statistiques des gens qui... est-ce que les gens deviennent riches avec l'agriculture, véritablement, selon toi qui vis ça au quotidien? Est-ce qu'ils deviennent vraiment riches? Après combien de temps est-ce qu'ils continuent ou ils abandonnent? Je veux que tu nous parles réellement. Donne-nous les vrais... La réalité, c'est qu'on a plus l'impression qu'ils deviennent riches. Donc, comment on sait que quelqu'un est devenu riche avec l'agriculture? Il faut faire un recensement. Alors, vous avez au Cameroun ce qu'on appelle les mastodontes, c'est-à-dire des grosses plantations, et puis vous avez les autres petits. Vous avez la Soca Palme qui fait près de 40 000 hectares, qui produit l'huile de palme. Vous avez la Sodécoton au nord, vous avez Maïs Cam, vous avez la Sosucam qui fait 25 000 hectares. Toutes ces entreprises que je viens de citer ont un capital détenu à plus de 80% par les expatriés, qui en général sont le groupe Bolloré. Alors, après eux, on ne sait plus citer des agriculteurs nationaux qui ont des superficies aussi assez intéressantes. Le seul qui existe depuis 2008, c'est Baba Ndampolo, qui, entre parenthèses, peut être considéré comme l'homme le plus riche du Cameroun. Il a acheté la CTE, c'est-à-dire la Cameroun Tea Estate, qui était l'ancien CDC, à part que l'État détenait presque 100% du capital. Donc l'État a vendu cette société-là au privé en 2008. Mais on n'a pas de réelles statistiques. Bon, tu comprends donc que tout ça, c'est des mastodontes. S'il faut donc revenir sur terre, avec des gars qui ont 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, on comprend rapidement que les statistiques que tout le monde connaît déjà en création d'entreprise, c'est-à-dire que 70% des gars ferment d'ici la 5e année. Ouais, ça monte même à 95%. Voilà. Les gens qui ferment après la 5e année, oui. Donc, en agriculture, quand on a traversé la première année, on peut aller très loin. Donc, c'est pour dire que par an, nous qui vendons par exemple les semences aux agriculteurs, l'année dernière, s'il faut revenir dans les chiffres beaucoup plus concrets, nous avons vendu à 74 producteurs ou bien promoteurs si tu veux. Mais le bilan, c'est qu'on se souvient de ceux qui ont encore les plantes disponibles au champ qu'on peut aller voir. Pour des raisons multiples. Parce que le gars qui gérait, on le voit, puis il est au Canada. Parce que l'argent est fini, on ne sait plus comment financer, ainsi de suite. Donc, en gros, moi, par exemple, en pratiquement 8 ans, comme ingénieur,
et que j'accompagne depuis ces 8 ans-là aussi, je n'ai pas tenu avec un promoteur jusqu'ici. Waouh! Parce qu'ils ont abandonné. Pratiquement tous ceux que tu as accompagnés sur 8, 9, 10 ans ont tous abandonné dans l'agriculture. Absolument. C'est pour ça que les promoteurs n'émergent pas. On est très content de voir un gars comme Bertin Chofo venir au Cameroun dire qu'il va faire 3000 hectares de manioc, ici dans la région du centre. En gros, on est tous flattés, tout le monde est attentif à voir la suite de la réalité. Je n'appelle pas ça la suite du film. Mais la vérité, c'est que beaucoup ont essayé avant lui, mais ce n'est pas clairement évident. Mais qu'est-ce qui fait plier un agriculteur? Un agriculteur camerounais, africain, on a presque toutes les mêmes réalités. Mais au final, quand il investit, qu'est-ce qui le fait plier au bout de 3, 4, 5 ans? Pourquoi il abandonne l'agriculteur ou l'entrepreneur agricole? Disons que l'entrepreneur agricole, du moins à notre niveau, on sait que la première chose qui crée le déphasage, c'est un problème de réelle comptabilité. C'est exactement de quoi je veux parler. En réalité, quand X veut se lancer en agriculture, il va voir un cabinet pour l'accompagner. Le cabinet lui dit exactement ceci. Vous allez investir 3 millions pour mettre en place 1 hectare de tomates et vous aurez les 3 prochains mois 6 millions. Alors, première des choses, il va investir plutôt 5 millions pour mettre 1 hectare de tomates bien fait sur place. Et deuxième des choses, il n'aura pas les 6 millions. Et peut-être même 2 fois la première campagne, il n'aura même pas ces 5 millions. Alors, peut-être il a pris un crédit qui ne lui permet plus de continuer. C'est-à-dire, on ne va pas peut-être dire que l'ingénieur l'a menti. On va dire que l'ingénieur ne maîtrisait pas les réalités. L'ingénieur ne savait pas que les ouvriers allaient voler les pulvérisateurs, il fallait acheter d'autres. L'ingénieur ne savait pas que le groupe électrogène qu'on a acheté, on a écrit sur ça 5 kVA, c'est plutôt 2 kVA. Il faut plutôt acheter 10 kVA pour que réellement ce soit 5 kVA. Donc finalement, on a dépensé plus et on n'aura donc pas plus dès la première année. Il faut refaire en calculant l'amortissement pour pouvoir s'en sortir. Et c'est donc le premier niveau d'abandon. Parce que tu ne fais plus confiance à l'ingénieur, parce que oui, il y a quand même eu des choses que tu ne comprends pas. Comment un ingénieur peut dire, telle motopompe va pomper 1000 litres d'eau l'heure, et puis finalement... Mais est-ce que ce n'est pas des choses qu'on peut maîtriser? C'est-à-dire que ces calculs-là, on peut... Non, les calculs sont maîtrisés. Ce n'est pas un problème de calcul. Mais qu'est-ce qui change alors? C'est l'environnement? C'est pas l'environnement aussi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, l'État, qui est le ministère du Commerce, devait contrôler un certain nombre de choses. Lorsque le gars Bouddha va en Chine pour acheter une motopompe, il achète, effectivement, il vient au Cameroun, il voit que le concurrent vend la puissance qui est double au prix équivalent qu'il veut vendre. Mais il se questionne, il se rend compte qu'en réalité, le gars Bouddha a juste demandé qu'on change la notice et puis on colle une autre notice qui présente des caractéristiques beaucoup plus performantes. Et comme il n'y a personne pour contrôler ça à la base, et comme il n'y a pas un ministère de la Recherche pour dire que je teste tout avant de mettre sur le marché, les gars achètent, donc on arrive au champ, on voit que ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut acheter l'autre beaucoup plus puissant sans jamais connaître la vraie chose qu'il fallait acheter. Donc, voilà un problème que nous, on a par exemple en système d'irrigation. C'est-à-dire, tu me dis, ton champ, il faut 60 litres d'eau par heure. Je t'achète une motopompe qui fait 60 litres d'eau par heure, mais sur le champ, ça ne fonctionne pas. Parce que ce qu'on lit sur la notice, c'est absolument la moitié de ce qui est réel dans le moteur. C'est un problème qu'on peut résoudre. Et c'est donc sur ça que nous sommes en train de travailler. Par exemple, on cherche à résoudre. Parce que pour faire que les agriculteurs n'abandonnent plus, il faut résoudre leurs problèmes. L'un des problèmes qu'ils ont donc, c'est ça. Nous avons commencé il y a de cela près de 2 ans à importer nous-mêmes le matériel qu'on utilise ou qu'on sert à l'essentiel de nos clients qui sont greffés à nous. Mais on n'attaque pas le gros marché qui est toute la République. Surtout que quand tu importes donc le vrai matériel, le prix est donc presque le double du prix qui est connu à Mokolo, qui est connu à Santaga et tout ça. Et donc les agriculteurs moins sérieux n'achètent pas parce qu'ils ont vu ça chez un ami à Mokolo à 150 000. Comment tu dis que c'est 500 000 et tout ça là? Mais revenons d'abord sur les cultures, par exemple, dont tu parlais, l'avocat que tu maîtrises, culture d'avocat. Est-ce que tu as déjà des clients, par exemple, qui s'y sont lancés et qui, au bout de... Ils ont déjà fait 4 ans ou 5 ans et qui touchent déjà leurs 3 millions ou 2 millions 5 annuellement, voilà, qui sont peinards. Est-ce que tu as déjà des cas où ils sont bien, où il y a toujours des aléas, des problématiques? Disons qu'il n'y a pas d'aléas, au moins pour certaines filières. On va dire qu'il y a des aléas forcément, mais on va dire que nous avons réussi à mettre en place un mécanisme qui permet de
résoudre le maximum d'aléas. Bref, il y a ce que nous appelons l'itinéraire technique, qui est l'ensemble des processus à exécuter pour réussir un projet agricole. Alors, lorsque c'est respecté, forcément, le résultat est là. Et c'est donc pour ça que les gars ont dit la terre ne manque pas. Je peux prendre l'exemple de mon papa qui n'est même pas discutable. En 2017, nous étions essentiellement concentrés sur les maraîchages au village. Je dis à mon vieux que j'ai découvert une filière pendant un stage qui fonctionne. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. L'avocat, il me dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas pendant 70 ans faire la culture de pommes de terre, haricots, machin, pour se nourrir. Tu viens à la veille de la mort pour nous raconter des histoires. Mais comme mon père m'écoute, parce que je fais partie des derniers qui est resté disponible, il dit ok, on va contourner la parcelle avec les plans d'avocat, comme ça au milieu, nous on va continuer à faire ce qu'on fait. En 2020, mon père fait une première récolte du contour de 700 000. Et c'est là où tout a changé. Il a donc planté partout. La plantation du village ne fait qu'1 hectare. Donc il a planté exactement sur tous les 1 hectare. Et c'est donc à partir de 2022, il fait exactement ce chiffre-là. Quand je dis 3 millions de rentabilité, ceux qui sont sur Internet diront 12 millions. Et les gars vont aller jusqu'à 30 millions. Voilà, parce qu'effectivement, si tu vas sur le prix unitaire multiplié par la production totale, tu te retrouves à des chiffres qui encouragent tout le monde à se lancer. Le même jour. Donc, je ne vois personne qu'on va lui dire il faut 1,5 million. Parce que nous faisons ce type d'offre-là. On lui dit, avec 500 000, on te plante 1 hectare d'avocat. Il suffit que tu aies les sites préparés. Et avec 500 000, tu suis jusqu'à la production. On fait ce type d'offre-là, clé à main. Alors, s'il a lu quelque part que ça donne 30 millions, forcément, il ne va pas parler d'1 hectare. Il va dire, je te donne 50 millions, tu me fais mes 100 hectares propres. Et c'est donc le piège dans lequel l'essentiel des investisseurs est tombé. Mais la chance qu'on a, c'est que la communication passe aujourd'hui. Quand X a échoué, il sensibilise Y, il sensibilise Z. Et quand on lance, par exemple, 1 hectare d'agriculture, est-ce qu'on lance avec d'autres plans? Est-ce qu'il y a d'autres plans qu'on va mettre pour pouvoir mieux rentabiliser? C'est un des plans, par exemple, maraîchers de courte période. Est-ce qu'on mélange les cultures? Comment est-ce qu'on ne plante uniquement que les avocats? Il faut dire que c'est 2 modèles culturels différents. Ailleurs, on plante uniquement les avocats parce qu'on a globalement la stratégie pour faire avec. Parce qu'on a le capital pour suivre jusqu'à la récolte. Nous disons ici que c'est 4 ans pour entrer dans ces fonds. Ça veut donc dire que si on ne sait pas avoir une source de revenus stable et fiable pendant 4 ans, autant utiliser le modèle que nous recommandons. Qui est lequel, par exemple? Le modèle que nous recommandons, c'est l'association de cultures. C'est-à-dire nous faisons des densités un peu plus intéressantes. Ailleurs, on fait l'avocat à 400 pieds par hectare. Nous, on demande de faire 200 pieds par hectare. Parce que un peu plus écarté, ça nous permet à l'intérieur de mettre soit la banane plantain, soit la papaye, soit l'ananas, bref, soit un ensemble de choses qu'on appelle des cultures annuelles qui vont produire dans 1 an pour permettre de continuer donc le suivi jusqu'à la récolte. Et nous poussons même plus. Sur chaque pied de plantain, par exemple, on met un pied de piment ou de poivron pour permettre que d'ici les 3 prochains mois, on commence la récolte pour pouvoir entretenir le champ. C'est un modèle qui fonctionne très bien. Et l'essentiel des promoteurs qui ont tenu, c'est parce qu'ils ont adopté ce modèle-là. Pourquoi? Parce que dès qu'il a investi le fonds de base de lancement, après 3 mois quand même, il commence à avoir un peu de fonds pour entretenir. Ça fait donc que même si sa source de revenus disparaît, le manager va utiliser ces fonds-là pour entretenir à un niveau qui n'est pas forcément optimal. Mais il va quand même le faire et le promoteur va quand même tenir. Oui, et dans notre environnement, on parle beaucoup d'agriculture, de banane plantain. Banane plantain, je crois que c'est les moyens termes. On appelle ça annuel. Annuel, ok. Oui, culture annuelle. Est-ce que quelqu'un peut vivre de ça, de la culture de banane plantain? C'est-à-dire qu'il fait ça, il vit de ça et c'est vraiment rentable, ou ça a aussi beaucoup d'aléas? Il faut dire qu'on peut vivre de ça, surtout la filière banane, peut-être même de manière exclusive, parce que vivre de ça, ça veut dire qu'on est vraiment du revenu bas. On n'atteint pas le revenu intermédiaire, en tout cas quand les superficies sont faibles. C'est essentiellement une culture facile à faire. Donc aujourd'hui, quand tu échoues la banane, ça veut quand même dire que tu as un problème. Ça peut être technique, ça peut être un autre problème quand même. Étant une culture à faire, les charges d'investissement sont faibles. Ça veut dire que le jeune, même si aujourd'hui on me remet plus jeune, on me redemande de me relancer, je commencerai par là. Ok. Oui, par la filière banane. Par la filière banane. Parce que les semences coûtent moins cher.
on a supposé ici qu'on a déjà le site. Alors, le fait que les semences coûtent cher et l'entretien, les semences coûtent moins cher et l'entretien coûte aussi moins cher, ça permet qu'on commence par là et à partir de 1 an, on va commencer donc à se faire un chiffre d'affaires, pas forcément très intéressant, mais un chiffre d'affaires stable. Pourquoi? Parce que quand la banane est prête à être récoltée, elle peut encore faire 1 mois au champ. Quand elle a été récoltée, elle peut encore faire 3 semaines, 4 semaines à la maison. Et même quand elle veut pourrir, on peut faire des beignets, bananes et tout ça là. Ou bien les chips. Les gens apprécient aujourd'hui aussi les chips de banane mûre. Donc, c'est une filière qui est intéressante. Mais concernant le traitement, est-ce que ça demande beaucoup trop de présence? Un peu tout à l'heure, quand on parlait de maraîchers, on disait que c'était trop risqué. Banane plantain, est-ce que c'est moins risqué quand même que les maraîchers en termes de traitement, de suivi C'est beaucoup moins risqué. Beaucoup. Et puis, c'est pour ça que c'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'il ne faut pas commencer là où c'est trop risqué. Il ne faut pas commencer là où c'est très long. C'est très long, oui. Donc, vraiment, c'est intermédiaire. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de culture maraîchère pour dire à court cycle, culture annuelle, moyen cycle, culture pérenne à très long cycle. Donc, pour moi, je pense qu'il faut commencer soit par la papaye, soit par l'ananas, soit par le plantain. De tout ça, ce qui ne pourrit pas vite, c'est la banane. C'est donc là où il faut commencer. Ah, d'accord. Oui. Donc, ananas, papaye ou plantain. Ça, c'est les... Macabo, oui. Macabo. Culture annuelle. Culture annuelle. C'est ça. Véritablement. Est-ce que ça pousse dans toutes les localités au Cameroun? Est-ce que c'est en fonction de... Si, par exemple, je suis dans mon ouest, dans mon Bouddha, est-ce que je peux lancer la banane plantain ou il y a un type de banane à lancer? Comment ça se passe? Très bien. C'est ça la véritable question. Parce que, en principe, toutes les cultures s'adaptent dans toutes les zones. Il y a un seul paramètre à vérifier. La variété, est-ce qu'elle s'adapte? Et quand vous prenez le maïs, le Cameroun a plus de 700 variétés de maïs. Wow. C'est peut-être pas très connu, on parle d'une seule ou de deux, mais en réalité, il y a assez de variétés. Pourquoi? Parce que chaque zone, je l'ai dit plus haut pour l'avocat, est caractérisée pour ne recevoir que 2 ou 3 maximum, 4 variétés. Et depuis le jour où on a arrêté la recherche au Cameroun, ça veut donc dire que les cultures qui s'adaptaient déjà dans telle zone, vous pouvez les tester ailleurs, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Évariste, quand tu dis qu'on a arrêté la recherche au Cameroun, c'est grave. Non, c'est pas grave, parce que... Un pays qui ne cherche plus, c'est dangereux. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est très malheureux même, mais l'IRAD, qui nous concerne, l'Institut de la recherche agronomique pour le développement, ne nous fournit plus d'informations. Alors, quand je demande la pluviométrie de Yaoundé ou de Douala 2024, je n'ai pas. Ça veut dire que je ne peux faire aucune prévision sur un système d'irrigation automatique pour 2025. Et donc, c'est ça la recherche. Wow. Je vais aller plus loin. J'ai publié un article vers les années 2021 qui précisait que les pommes de terre ne peuvent se produire qu'à l'ouest Cameroun. Effectivement, parce qu'au Cameroun et même globalement dans la sous-région Semak, ce n'est qu'à l'ouest Cameroun et une petite partie de l'Adamawa qu'on produit les pommes de terre. Et fort de cette analyse, tu peux le dire. Mais quelqu'un m'a répondu que le Pays-Bas est 3e producteur mondial et est situé à des caractéristiques opposées à l'ouest Cameroun. Wow. Nous parlons là peut-être de l'altitude. L'ouest est caractérisé par ce qu'on appelle les autres altitudes. On va dire que les pommes de terre ne produisent pas dans le littoral, dans le centre, parce qu'on est en basse altitude. Mais le Pays-Bas est situé à moins 5 mètres d'altitude. Yaoundé, Douala, on est par endroit à 0. Dans le Mungo, on est à 700. Jusqu'à l'ouest, on est à 1500. On justifie donc que ça produit à l'ouest parce que c'est haute altitude. Le Pays-Bas dit qu'il est 3e producteur parce qu'il est en basse altitude. Wow. Tu comprends donc que... Mais c'est quoi la différence? C'est leur capacité à aller dans la recherche, travailler sur la semence, à maîtriser la semence. C'est exactement ça. Ils arrivent à le faire en déterminant les semences qui s'adaptent dans la zone dans laquelle on se trouve. Oui. C'est exactement ça. Pourtant, au Cameroun, nous, on n'a pas la recherche nécessaire pour aller trouver la bonne semence pour les différents environnements. Absolument. Il faut même dire qu'on ne va pas faire la roue. Si on sait que la pomme de terre de telle variété produit en basse altitude, il suffit d'aller acheter le stock de semences et venir multiplier. On n'a pas à créer ou à faire quoi que ce soit. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi il n'y a pas un entrepreneur qui remplace l'État? Je veux dire, il pourrait avoir une start-up où quelqu'un dit je vais me lancer dans la recherche. Est-ce que ça demande trop de moyens ou est-ce qu'on ne peut pas remplacer l'État et accélérer dans ce domaine-là? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et je vous explique le deal. J'ai engagé ce process en 2021 pour remplacer l'État, on va dire entre parenthèses,
pour le domaine des avocatiers. Figurez-vous que pour le domaine d'avocat, je reviens toujours parce que c'est là où j'ai fait plus de travaux de recherche. Figurez-vous que le Cameroun produit assez d'avocats qui sont vendus au plus dans la sous-région. C'est-à-dire Congo, Gabon et tout ça. Là. Le Cameroun, avec des variétés qu'on a, ne sont pas acceptées sur le marché international. Ça veut dire que de tous les agriculteurs d'avocats que nous avons là, personne n'ira vendre en France, personne n'ira vendre en Chine. Parce que la variété n'est pas acceptée, ou n'est pas appréciée, ou n'est pas vendue. Mais pourquoi c'est pas accepté? Socialement, il y a l'acceptation de quelque chose. On ne consomme pas telle chose. Oh, tout le monde accepte et on s'adapte. On consomme telle chose, tout le monde accepte. Voilà. Et donc, le Kenya fait le chiffre aujourd'hui ailleurs parce qu'ils ont pu adapter ou bien importer et faire cette variété chez eux. Alors, quand je sais ça, je sais ce que le Kenya gagne parce que j'ai eu la chance d'avoir des amis qui travaillent dans les instituts de recherche là-bas, sortir avec nous et puis après le voyage, ils se sont retrouvés là-bas. Quand je sais ça, ça veut donc dire qu'il faut urgemment aller chercher cette variété et venir planter ici. Le process est le suivant. Il faut importer, il faut tester, valider. C'est tout. Comment on teste une variété d'avocat qui fait 30 ans? Il faut exactement faire le processus en 30 ans. Parce que quand l'agriculteur achète une semence, il faut que tu lui dises que si tu entretiens comme ça, à l'année 3, tu as tel rendement, à l'année 4, tu as tel rendement, à l'année 30, tu as tel rendement. Tu comprends donc qu'une start-up, c'est difficile pour lui de faire ce travail-là, parce que je ne vois personne qui va investir pour attendre 30 ans. 30 ans, oui, ça c'est vrai. S'il n'est pas l'État. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Encore, il faut dire que le premier process consiste même à insérer les variétés dans les catalogues. La loi camerounaise prévoit que pour cultiver une variété, il faut qu'elle soit inscrite dans le catalogue officiel. Alors, lorsque vous ouvrez le catalogue, vous ne voyez pas l'avocat. Donc, il faut d'abord faire un process pour vérifier si des variétés d'avocats dont tu parles n'ont pas un impact négatif sur tous les plans dans le contexte génétique du Cameroun. Donc, il faut faire cette justification-là à travers des tests qui ont été faits ailleurs. Et puis venir, on insère dans le catalogue. Et puis tu testes, tu valides avant que tu commercialises. Mais Évariste, finalement, on se rend compte que l'une des choses avec lesquelles tous les pays qui se développent, qui accélèrent au niveau des cultures, des productivités, rentabilité, et qui nous, finalement, revendent leur culture, c'est la recherche. C'est absolument la recherche. Les Malaisiens étaient venus ici au Cameroun ramasser les noix de palmier à huile pour aller faire le test chez eux. Aujourd'hui, ils sont deuxième mondial. Wow. C'est très connu. C'est une histoire qui ne se cache pas. Vous venez ici, vous prenez quelques graines parce que on a quand même vu un truc important là-bas en Afrique centrale. On prend, on s'en va, on voit que c'est un produit de niche. Parce qu'avec le palmier, on en fait l'huile. Et même aujourd'hui, ce qu'on consomme, on appelle l'huile d'arachide, c'est l'huile de palme. On en fait le savon, on en fait tous les produits de cosmétiques. Les gars se disent donc qu'il faut qu'on se fonce là-dessus. On maîtrise ce point-là. Ouais. Et c'est donc comme ça. Quand vous prenez une filière comme le palmier, c'est un peu négligé chez nous, mais c'est très dangereux. Vous allez être surpris qu'aujourd'hui, la balance commerciale entre le Cameroun et le Gabon est déficitaire pour le Cameroun. Alors que tout le monde sait, et tous les médias disent, c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Alors que le Gabon vend plus de nourriture ou bien plus de matières, denrées alimentaires au Cameroun qu'au Gabon. Parce qu'ils se sont essentiellement concentrés sur une chose. Produire le palmier à huile. Et ils ne sont que 2 millions d'habitants. Donc ils ne vont pas consommer assez. Et ils revendent donc l'essentiel ici à Douala aux transformateurs. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'ils utilisent une théorie qu'on appelle la théorie des avantages comparés. Le Gabon sait que c'est difficile de produire la pomme de terre car les seules semences disponibles en Afrique centrale produisent uniquement à l'ouest du Cameroun. Donc, pas à se casser la gueule à fouiller les zones au Gabon où on va produire la pomme de terre. Pas à se casser la gueule pour chercher là où cultiver choux, carottes. Vous amenez tout ça et en retour, vous rentrez avec l'huile de palme qui est un produit de niche. Mais Évariste, alors, quand on écoute tout ça, on se comprend que ça demande beaucoup de... Il y a beaucoup de rigueur, effectivement, dedans. Quelles sont tes plus grandes... expériences, alors est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives dans le domaine de l'agriculture? Tes expériences, est-ce qu'elles sont plus positives ou bien négatives? Non, elles sont plus négatives. Wow. Les expériences sont plus négatives. Les pertes? Des pertes, bien sûr. Quelles sont tes plus grandes pertes? Parle-nous un peu. Les plus grandes pertes, c'est d'abord mon hectare de pommes de terre qui devait me rapporter 3 millions de francs CFA. Que j'ai vu se brûler jusqu'à le champ à sentir parce que j'étais à Bétois en train de courir à gauche et à droite.
peut-être c'était de ma faute. Oui, effectivement, tous ceux qui échouent des projets, c'est de leur faute. On ne va pas accuser quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une perte majeure. La deuxième perte que j'ai, c'est en 2019, parce que j'achète le champ en Balmayo en 2019. Je viens fraîchement de champ où je sais que quand on plante un avocatier, on le laisse, il pousse, il grandit, et puis on récolte. Parce que voilà, à l'ouest, c'est presque comme ça que ça se passe. Lorsqu'on a planté, on sait qu'à côté, on fait autre chose, mais dans 3 ans, 4 ans, on récolte. J'ai vu tous mes plants d'avocatier mourir en décembre 2019 à cause de la sécheresse. Donc, il fallait courir pour faire un puits, pour pouvoir sauver les plantes, mais les gars qui font les puits ne sont pas toujours aussi sérieux, donc du coup ça a pris un peu plus de temps que ça. J'ai perdu la plantation, c'est donc pour ça qu'en 2020 j'ai relancé, mais avec une nouvelle mentalité d'ingénieur hydraulicien qui doit absolument irriguer. Irriguer, absolument. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce que, au niveau de l'irrigation, est-ce que les entrepreneurs agricoles aujourd'hui, est-ce qu'ils irriguent véritablement les plantes ou on se sert juste de la pluie? Il faut dire qu'on se sert de la pluie. En gros, on a moins de 7% de plantations irriguées au Cameroun. Donc sur 100, on a moins de 7 gars. Et puis, ça justifie clairement nos rendements. La FAO a été claire. Le rendement mondial se triple lorsqu'on applique un système d'irrigation. Donc, on n'a pas à discuter là-dessus. Et on comprend donc pourquoi le Maroc peut nous nourrir aujourd'hui en orange, en mandarine. On importe les oranges et mandarines ici. Alors que hier, tout le monde savait que le Maroc, c'était le désert, le Sahel, les zones où on ne peut rien y planter. Dès qu'ils ont maîtrisé l'eau, alors ils ont maîtrisé la production. Alors, au Cameroun, le régime de plantain coûte en janvier, février 5 000. Le même régime coûte 1 500, 2 000 en saison de pluie. Tu comprends donc que l'essentiel des agriculteurs qui produisent pour vendre en saison de pluie, ils sont en train de perdre sans se rendre compte. Il faut produire contre saison. Absolument. Ou encore, il faut produire continu. Continu, oui. Parce que le vrai client qui achète bien, c'est un gars continu. Alors, si je produis des avocats pour livrer au marché, on achètera au prix du marché. Mais si c'est pour livrer dans un hôtel, forcément, alors le prix sera forcément très élevé. Mais où est la continuité ? C'est-à-dire, à un moment, je vais dire que mes plans, c'est la floraison, je n'ai pas là. Alors que les clients de l'hôtel veulent les avocats tous les jours. Absolument. Ouais. Donc, il faut arriver à maîtriser justement l'approvisionnement en eau des plants pour avoir leur performance optimale. C'est ça, c'est exactement. Et donc, tout à l'heure, on va parler on va continuer peut-être sur les échecs et surtout sortir avec les perspectives. Et ça, c'est juste après une toute petite page de pub. Vous connaissez REFL Studio? Le studio où les entreprises sérieuses viennent créer du contenu qui vend. Ici, vous pouvez réaliser vos photos professionnelles, vos podcasts, vos vidéos d'entreprise et même vos émissions télé. Nous avons accompagné des entreprises comme le GECAM, Benabé Cameroun, Echensi, le cabinet Ellison Partners et des personnalités comme Nancy Angolo, Urich Gegan et bien d'autres. Plusieurs clients satisfaits. Vous aussi, faites briller votre image. Réservez votre séance chez REFL Studio. On s'en occupe du reste. De retour sur le plateau, nous recevons Évariste, un entrepreneur agricole qui nous donne les réalités de l'agriculture, soit au Cameroun ou également en Afrique. Évariste, avant qu'on ne se coupe, tu parlais de tes échecs. Parce que les échecs, tu en as eu beaucoup. On a parlé du feu dans les plantations, on a parlé du problème d'irrigation qui t'a fait perdre. Est-ce que tu en as eu encore véritablement majeur? En réalité, on a connu également 2 autres échecs. Et là, peut-être, on va dire des petits échecs, mais qui pour moi avaient une grande valeur parce que là, j'étais encore étudiant à Tchang. En réalité, vers les années 2016, on avait lancé le poulet. Et de manière concrète, à un moment, on dit qu'il y a la grippe aviaire d'époque là. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus vendre le poulet sur le marché. Alors nous, on avait déjà une économie fragile. Donc, on ne savait pas avec quel argent aller acheter l'aliment pour continuer à nourrir les poulets. Et on ne pouvait pas aller les vendre parce qu'il fallait quand même que l'État prenne des dispositions avant qu'on relance les activités. Donc, du coup, ça nous a fait perdre plus de 17% du capital. Peut-être quand il dit 17% d'époque, c'est peut-être rien, mais ça fragilise beaucoup un entrepreneur qui veut commencer les choses, qui a peut-être pris un crédit pour commencer les choses. Et donc, ça m'a retiré de la filière avicole. J'ai dit non, je ne fais plus le poulet. Parce que quand c'est chaud, c'est très chaud. On est allé faire la tomate 2 ans plus tard. Le jour où on veut faire la récolte, l'une des plus grosses qui valait près de 1000 cajots,
La voiture entre, il pleut, la voiture n'a pas pu sortir. C'est pas possible. Il fallait attendre 2-3 jours pour qu'on trouve des mécanismes pour que ça sorte. Et en même temps, on avait déjà payé, donc on n'avait même plus l'argent pour chercher un autre chauffeur pour qu'il vienne. On décharge, on remet. Du coup, la tomate arrive à Douala moitié pourrie. Waouh. Ouais, à cause d'un petit problème de la route, parce qu'il a plu. On avait pris les dispositions pour récolter vite et faire sortir le matin. Mais c'est exactement à 8 heures que la pluie vient. On comprend que ça ne dépendait pas de nous. Ça a même découragé toute la chute. Donc, on n'a plus réellement fait de récoltes correctes parce qu'on était hyper découragés. Parce qu'on savait déjà qu'on n'allait plus rentrer dans nos fonds. Autant aller se concentrer sur l'école et autres. Absolument. Ouais. Et Évariste, si quelqu'un voudrait se lancer, si on a un jeune qui nous regarde et qui veut se lancer en agriculture, quelles sont les plus grosses erreurs qu'il devrait éviter véritablement avant de se lancer? Pour moi, la première chose qu'il doit éviter avant de se lancer, c'est de calibrer son business économique ou business model sur ce qui est disponible sur Internet. Parce que ça va forcément... Ça ici télécharge un compte d'exploitation prévisionnelle sur la culture de tomates. Forcément, il est erroné. Parce que ce compte d'exploitation va lui demander d'acheter 10 sacs d'engrais alors qu'il en faut peut-être 20. Parce que l'idée des gars qui font les comptes d'exploitation, c'est pour optimiser la rentabilité afin de t'encourager à acheter leur business model et puis d'aller expérimenter et échouer. Eux, ils ne sont plus dans cette phase. Donc, pour moi, il faut baser sa stratégie sur des expériences des gens qui sont en train de faire ce que tu veux faire. Sur le terrain. Ça veut dire que le jour où tu veux lancer la pomme de terre, va dans la zone où les gars cultivent la pomme de terre, tu cherches le plus grand producteur de pommes de terre de tel village et tu lui poses les questions. Quelles sont les quantités de semences que tu utilises? Quelle est la densité que tu mets à l'hectare? Quelle est la quantité d'engrais que tu utilises? Quelle est ta fréquence de traitement? Il va te répondre par écrit, il va te dire des choses que tu vas enregistrer et ce sera très utile et très adapté pour te lancer. Absolument. Ouais. Au lieu de... Parce que la réalité entre ce que les gens disent, entre ce que les business plans disent et le terrain, il y a toujours une différence. Toujours une différence. Et la différence n'a jamais fait moins de 50%. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire telle culture rapporte 10 millions par hectare. Nous, en bas, on sait que dès qu'on le dit, tu divises par 2 avant de commencer à réfléchir. Waouh. Et une autre chose, ce serait quoi? Quelqu'un qui veut se lancer, donc il faut avoir les données réelles du terrain. Les données réelles du terrain. Ensuite, quelle autre erreur qu'il faudrait tout faire pour... Deuxième chose qu'il doit résoudre comme problème, c'est avec des données réelles, calculer le besoin en finance dont il a besoin pour la phase de mise en place du projet total. Parce que, qu'on soit en agriculture ou en élevage, la réalité est que le jour où le poulet n'a pas mangé, il perd la moitié du poids qu'il devait gagner. Waouh. Donc, si le jour tu n'as pas pu faire le retrait parce que je ne sais pas trop, alors comprends donc que si le poulet devrait gagner 1 gramme ce jour-là, il perdra 2 grammes. Et il faut le double du temps pour regagner encore les 2 grammes. Wow. Donc, il faut s'assurer que tout sera fonctionnel. Et c'est pareil pour l'agriculture? C'est pareil pour l'agriculture. Parce que la plante a plusieurs stades de développement. Le jour où il a disposé ses pores au sol pour absorber l'engrais ou la période, si tu n'as pas d'argent, tu dois attendre la fin du mois pour pouvoir avoir le cash. Forcément, la plante aura fermé ses pores, il n'aura plus la capacité d'absorber et puis tu auras perdu la campagne. Wow. Et c'est donc pour ça que l'argent ou bien les finances doivent être disponibles. C'est pour ça que le meilleur conseil qu'on donne aux gens, c'est que si tu as l'argent de 10 hectares, lance 10 hectares. Ne lance pas 20 parce que en coup de route, tu auras, tu as un frère, tu as un cousin. Non, ne compte pas sur ça. Compte avec ce que tu es capable de pouvoir financer et de pouvoir gérer jusqu'à la rentabilisation de ton projet. Waouh. Et il faut directement dire, pour les cultures maraîchères, la rentabilisation, c'est approximatif 1 an. Culture annuelle, c'est approximatif 2 ans. Et culture pérenne, c'est 5 ans. Donc, si tu ne sais pas avoir l'argent à fonctionner pendant 1 an ou 2 ans ou 5 ans, alors je pense qu'il faut faire autre chose. Waouh. Je pense. Vraiment, on n'est plus à cette époque-là où les gens doivent perdre de l'argent et on tolère. J'ai eu un ami d'un promoteur qui quitte l'Italie tout frais et il vient avec 100 millions pour faire 100 hectares d'avocats. Parce qu'il sait qu'avec 1 million, on peut faire 1 hectare. Il a fait. Il est déjà retourné encore en Italie. Et nous ne voulons plus vraiment que ce type de scénario. Mais il est retourné avec la rentabilité? Non, avec rien. Rien. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et j'en cite même comme ça assez. C'est connu. Et même quand j'arrive à Yaoundé en 2019, je me lance dans l'avocat. J'ai mon très proche collaborateur qui me dit que non, Évariste, l'histoire là ne fonctionne pas ici.
Je lui dis non, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas ici. En réalité, il y a tel problème qui n'avait pas été résolu. Il y a tel. Quand je suis coincé, il me dit non, je t'avais dit, tu m'as dit que tu es ingénieur sorti de Tchang. Parce qu'il me présentait clairement des amis qui l'ont fait, qui ont essayé, ça n'a pas réellement fonctionné. Et ça fait froid au dos, hein. Quand on écoute tout ça. C'est énorme, il faut le dire. J'ai plein de promoteurs qui sont désormais au Kenya, en Côte d'Ivoire ici, bref, l'Ouganda même, parce que ça n'a pas fonctionné ici. Mais ils font pareil, ils font l'agriculture là-bas? Bien sûr. Wow. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous donne un exemple rapidement. J'ai payé une formation au Rwanda, dans la commune de Kayonza, pour aller me former sur le système d'irrigation. Parce que j'ai vu un champ de 100 hectares qu'on a installé un système d'irrigation qui pour moi était correct. J'arrive dans la Kayonza, je descends sur le terrain, je vois que le système d'irrigation est fonctionnel sur la base de l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on a fait? L'État, on a déposé une demande à l'État pour dire qu'on est en train de faire tel projet macroéconomique. L'État est venu au champ avec le courant triphasé et il a mis un transformateur pour aider le promoteur à avoir l'énergie pour le pompage. J'étais obligé de rentrer parce que je sais faire la distribution de l'eau. J'allais clairement apprendre comment on gère l'énergie quand on n'a pas l'électricité. Mais j'arrive, je vois que le problème est résolu. Ici, tu n'as aucune possibilité d'approcher l'État pour lui dire que tu as un projet agricole, il faut qu'il t'amène le courant électrique. C'est beaucoup plus complexe. Si ton problème ici, tu as échoué parce que tu as un manque d'énergie, là-bas, tu vas forcément réussir. Voilà donc pourquoi les gars partent au quotidien. Si Évariste, tu étais un dirigeant, aujourd'hui un ministre de l'Agriculture, quels sont les domaines exacts, chirurgicaux, sur lesquels tu frapperais? Par quoi tu commences? Je fais la liste exacte de tout ce qui est importé comme nourriture. Quels sont les plus consommés? Dès que tu as répondu, c'est là où il faut commencer. Parce que c'est ça qui nous fait perdre le PIB. Ou c'est ça qui nous fait perdre de l'argent, tout simplement. Alors, en grande ligne, quand tu veux regarder, tu vois le blé. Ils ont quand même eu la chance de nous prouver que le blé ne fonctionne pas au Cameroun. Mais les nouveaux ingénieurs sont en train de nous montrer le contraire. Wow. Les rendements de blé obtenus à Fongo-Tongon, à l'ouest, font exactement le double de ce que l'Ukraine font. À titre expérimental. Donc à grande échelle, on peut être au même rendement. Alors pourquoi je commence par le blé? Tous les matins, chaque Camerounais consomme au moins un pain, du moins la moitié. Donc on peut évaluer là 15 millions de Camerounais. Alors 15 millions, le pain coûte 100 francs. Ça fait 1,5 milliard qui va en Ukraine tous les matins depuis pratiquement 1960. Donc il faut d'abord résoudre ce premier problème-là. Le blé, on a l'itinéraire technique qui peut faire produire le blé ici. On a encore quelques difficultés de récolte et moissonner, c'est-à-dire retirer véritablement les graines de blé dans la tige. C'est peut-être ça qui est encore un peu difficile. Sinon, les gars à Fongo-Tongon font actuellement le battage manuel. Mais on sait aujourd'hui que ça produit. Et deuxième chose, c'est le maïs. C'est là où il faut toucher. Parce que beaucoup ne savent pas que le maïs est importé au Cameroun, jusqu'au jour où les brasseries déclarent leurs chiffres qui consomment en moyenne 36 000 tonnes de maïs par an. Et qui est essentiellement importé. Alors, lorsque vous avez ces chiffres, et vous savez que le maïs pousse dans toutes les régions et tous les villages de tous les pays, ou bien de tous les villages du Cameroun, il faut frapper fort, il faut commencer par là. Comment les États-Unis réussissent à faire le kilo de maïs à 70 francs? En nous vendant à 70 francs, comment nous, on vend à 150, 200, on ne s'en sort pas? Il faut poser cette question, il faut chercher des réponses. Wow. Mais est-ce qu'il ne... Bon, enfin, ça c'est politique, hein. Mais est-ce qu'ils ne se les posent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des agriculteurs qui les posent? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est la politique? Non, je vous explique pourquoi ils ne posent pas ces questions. J'ai eu la chance de travailler avec un gars qui gérait le projet riz au Cameroun. Le riz en fait partie de ce qu'on voulait évoquer tout à l'heure. Alors, la réalité est la suivante. Le riz coûte exactement 7 000 francs en Inde. Et le transport pour arriver à Douala coûte 7 000 francs. L'importateur gagne 7 000 francs. Donc au final, on peut nous vendre le riz à 20 machins là, comme c'est connu aujourd'hui. Ça veut dire que le jour où Kana Évariste veut produire le riz pour satisfaire toute la population du Cameroun, qu'est-ce que l'importateur paie? Exactement 7 000 francs, fois le nombre de sacs de riz qu'on importe tous les jours. Et forcément, derrière cet importateur-là, il y a un politicien qui joue le game. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Au péril de tout notre... Évariste, écoute, peut-être quelque chose encore sur la liste de ce que tu changerais ou non? Disons qu'on commence par là. Et
Deuxième chose, on va réactiver les centres de recherche agricole parce que c'est là où les vraies choses commencent. Les semences qui donnent des rendements intéressants en Chine, en Inde et tout ça, c'est pas forcément les mêmes semences qui donneront des rendements très intéressants ici. Donc il faut adapter nos réalités. Et ça passe par la recherche. Ça passe forcément par la recherche. Donc il faut activer la recherche et il faut créer un nouveau mécanisme qui n'existe pas chez nous, l'obligation de résultat. Et c'est ça qui a tout foiré. J'ai demandé, on a eu beaucoup de projets. Hein. Tous les ans, l'État dit on va financer l'agriculture à 405 milliards, 308 milliards. Et cet argent, généralement, a toujours été financé. Sauf que ceux à qui on finance, ils n'ont pas obligation de résultat. Waouh! Qu'est-ce que vous faites si vous échouez ce projet-là? On dit rien, la garantie c'est l'État du Cameroun et ils vont rembourser. Donc voilà. Dès que vous avez résolu ce problème, ça veut dire que sur 100 agriculteurs qu'on finance, au moins 50 vont pouvoir s'en sortir. Parce que j'ai des amis qu'on a financés, nous on ne nous a pas financés. Alors on lui finance pour faire l'élevage des porcs. Le jour où il veut doter sa femme, il vend 10 porcs. Il dit mais attends. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Le jour où son téléphone se casse, il vend un porc. C'est-à-dire qu'il est en déphasage réel avec le projet. Il n'est pas là pour la rentabilité de ce projet ou bien pour la prospérité de ce projet. Et malheureusement, c'est ce qu'on utilise comme référent. L'État dit l'année dernière, on a financé tel, on va sur le terrain, on ne les voit plus. Donc il faut qu'il y ait obligation de résultat. S'il n'y a pas ça, qu'on s'attende au pire. Au pire. Ouais. Et Paris, alors je rappelle que tu accompagnes beaucoup de jeunes, de porteurs de projets, effectivement, dans l'agriculture. Tu fais dans les plans, la pépinière. Comment tu fais? Comment tu procèdes pour l'accompagnement? En principe, il faut dire que nous avons sélectionné nos filières. Nous n'avons pas pris tout le marché comme plusieurs entrepreneurs. Nous avons compris qu'il y a des modèles qui marchent, des modèles qui ne marchent pas. Nous avons décidé de travailler sur des modèles qui marchent. Les modèles qui marchent, pour le moment, pour nous, c'est des arbres à fruitiers associés à autre chose, qui peut être la banane, la papaye, tel qu'on a mentionné. Alors, nous avons la capacité de produire des plantes et de distribuer au-delà de la sous-région même, parce que voilà, d'autres pays, malgré tout, sont en train de chercher à s'avancer. Donc, nous produisons des plantes beaucoup plus sur commande. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les variétés s'adaptent dans une zone. C'est-à-dire, on prépare le projet minimum un an avant. Parce que sinon, on va utiliser des souches de variétés qui ne s'adapteront pas dans la zone dans laquelle tu souhaites faire ton projet. Absolument. Et finalement, on a un peu de malchance au Cameroun. Lorsque tu viens dire que tu es à Bouddha et que tu veux faire l'avocat greffé, malheureusement, les pépiniéristes, lorsqu'ils n'ont pas de variété qui s'adapte dans ta zone, effectivement, parce que toi, tu ne connais pas la variété qui s'adapte dans ta zone, forcément, ils te vendent des plans. Oui, parce qu'il lui faut le cash pour rembourser son crédit qu'il a pris le mois passé et tout ça là. C'est la malchance qu'on a, mais nous, on s'essaye de sensibiliser les promoteurs pour dire que quand on a un projet, on le prépare un an avant. C'est-à-dire, on fait une descente sur le terrain, on prélève les éléments qui permettent de concevoir le projet. Et puis, c'est sous cette base-là qu'on fait une recommandation. Ça, c'est pratiquement longtemps avant. Absolument. Ouais. Ça permet donc de s'assurer que la souche ou bien les plantes qu'on va fournir au promoteur, ça fonctionne. Ou bien ça va fonctionner. Et la suite, ce n'est que respecter l'itinéraire technique. Mais l'un des travaux que nous sommes en train de beaucoup faire, c'est les systèmes d'irrigation. Parce que les plantes, il faut quand même dire que nous avons la chance d'être leader au Cameroun. Peut-être je me trompe, mais nous sommes leaders au Gabon, leaders au Congo. C'est-à-dire, c'est nous qui livrons les structures étatiques et les structures privées pour qu'ils redistribuent. Donc pour ça, on peut se permettre de ne pas en parler, on sait que ça passe. Mais les systèmes d'irrigation, aujourd'hui, je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle on échoue beaucoup. Donc, il faut clairement qu'on dise aux gens que l'agriculture ne doit plus fonctionner comme ça marchait hier. Absolument. Il faut véritablement installer des systèmes d'irrigation. Surtout qu'on connaît déjà une chose que nous avons calculée. Quel est le rendement qu'on obtient sans irrigation? Quel est le rendement qu'on obtient avec irrigation? Quelle est la différence? Et puis, on comprend que c'est 3 fois plus. Wow. Donc, dès qu'on a cette information, forcément, on devrait pouvoir irriguer les plantations. En tout cas, la saison sèche arrive bientôt. C'est clair que les gens vont voir les plantes mourir. Et puis, des fois, ils ne constatent pas. Parce qu'on sait que l'herbe ne pousse pas beaucoup en saison sèche. On reviendra jusqu'en mars, se rendre compte que tout a foiré. Wow. Et puis, on abandonne. Pourtant, dans tous les pays, on produit dans toutes les saisons. Absolument, ouais. Absolument. Aujourd'hui, on a maîtrisé ça. Ce n'est plus un secret de polichinelle. On a déjà maîtrisé. C'est scientifique. Ça paraît même trop facile. Quelqu'un qui arrose avec l'arrosoir ne comprend pas la complexité technique, mais il sait que c'est ça qu'il faut faire. Absolument. Ouais. Si je prends le cas du Brésil aujourd'hui,
le Brésil a atteint le summum en technologie agricole. Il faut globalement le dire. Alors, si je prends le cas du maïs, comment ils font exactement? Vous avez une moissonneuse-batteuse qui récolte le maïs. C'est-à-dire, c'est des dents qui marchent là, ça récolte le maïs. En même temps, ça transfère dans un canal, un tuyau, qui a des radiants chauffants. C'est-à-dire, ça chauffe le maïs qui est déjà dégrainé dans le circuit. Et puis, le circuit renvoie tout ça dans une voiture qui marche à côté de la moissonneuse. La moissonneuse est attelée à un tracteur qui laboure le sol en passant. Et le tracteur est attelé à un semoir qui sème le maïs en passant. C'est-à-dire, on a chargé une semence de maïs derrière. Et tout cela est affecté d'une technologie d'analyse du sol. C'est-à-dire, il y a des capteurs là qui analysent le sol. On a un boîtier, on a mis l'engrais. Quand ça détecte qu'il y a manque, ça ajoute exactement la formule qu'il faut et ça avance. Et le système est tellement rapide, tu ne sauras pas que ça fait tout le job. Ça fait tout en même temps. En même temps. Waouh. Tu as des agriculteurs qui te font 150 hectares jour et tous les jours. Wow. Parce que si tu as deux chauffeurs, ça veut dire que l'un travaille aujourd'hui, l'autre travaille demain, et tous les jours tu fais 150 hectares de récolte, de labour et de semis. C'est le niveau d'optimisation qu'il faut qu'on y pense. Qu'on parvienne à arriver. On arrive malheureusement, Évariste, à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire à tous ceux qui nous regardent? Ce serait quoi, ceux qui te regardent, ce serait quoi, un dernier mot pour sortir? Je pense que pour ceux qui nous regardent, ce qu'il faut réellement faire pour la stratégie de décollage, parce qu'on n'a pas décollé, ça il faut reconnaître. Je pense qu'il faut que les gens se groupent ensemble. Il n'est pas intéressant d'investir sur un projet de 100 millions, mais il est intéressant qu'on soit 10, on rend ce projet-là à 1 milliard, et puis avec ça, on peut importer la technologie. Parce que les difficultés que nous avons, lorsque nous demandons de l'autre côté de la mer aux Brésiliens et autres, ils disent que si on est prêt à les payer le salaire de 5 millions par mois, ils peuvent venir faire le job. Wow. Et si tu es seul, c'est sûr que tu ne pourras pas. 5 millions fois 12, c'est quand même 60 millions, voire plus. Donc, c'est impossible. Donc, il est temps que les communautés se mettent ensemble. Si c'est la diaspora, alors qu'on crée l'association des agriculteurs camerounais basée en France, ainsi de suite, pour unir les fonds et venir les investir. Et pareil, on a trop de Camerounais, on a près de 6 millions de Camerounais ailleurs. On a à l'intérieur plus de 30 millions. Donc, il faut qu'on se mette en communauté, qu'on choisisse des axes, on se focalise et on avance. Et je crois que les 10 prochaines années peuvent nous sourire. Et surtout qu'on transfère la technologie. Absolument. Qu'on ait la technologie, parce que c'est seule la technologie qui nous permet d'être périn et permet d'être autonome. Merci Évariste d'être venu. Absolument, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vraiment. Merci infiniment à vous de nous avoir écoutés. Merci à notre partenaire RFL Studio qui nous permet d'avoir un magnifique rendu. Et surtout, si vous avez produit, vous devez vendre. Vendeur 3.0, le livre qui vous permet en 140 pages de vendre votre produit, de le vendre avec des stratégies marketing perspicaces, quel que soit le produit. Merci infiniment de nous avoir suivis. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à activer pour pouvoir nous écouter les prochains numéros. Restez connectés et à la prochaine. Ciao!